Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview de The Finance Association. Je suis aujourd'hui avec monsieur Oscar Bartolomei. Bonjour. Bonjour. Qui est donc le fondateur d'un multifamily office. Je vais le laisser se présenter. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité dans ce cadre de l'EPFL, qui est un cadre très prestigieux et qui, quelque part, me donne la possibilité vraiment de parler de mon métier. Moi, j'ai je dirais une ossature assez classique où j'ai été pendant 20 ans Relationship Manager pour l'Amérique latine, l'Amérique centrale. Et au fur et à mesure, en fait, des années passées au sein de banques, je me suis rendu compte que ce qui était le plus intéressant pour moi, au niveau relationnel et même intellectuel, c'était d'avoir accès à toute la famille. Pas seulement un compte bancaire qui, à l'époque, était même numéroté et codé. Et le fait de pouvoir avoir accès à la famille, de pouvoir s'occuper de prérogatives qui sont quand même plus, disons, globales que la gestion de fonds, m'a donné envie de me développer dans ce qui est le Family Office, avec déjà peut-être une petite éclaircissement sur la terminologie. Multifamily Office, effectivement, c'est la gestion de plusieurs familles. Et le Family Office, c'est une famille qui, la plupart des cas, fait fortune ou hérite d'une fortune et qui, devant les différentes thématiques de gestion d'avoirs, de succession, etc., décide en fait de faire gérer son patrimoine par sa propre équipe. Donc vous pourriez aller chercher quelques milliardaires suisses qui ont peut-être ou pas gagné certaines compétitions à la voile pour savoir qu'ils ont leur propre Family Office qui gère leurs affaires. D'accord, donc votre métier consiste à gérer la fortune de plusieurs familles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence avec un conseiller en gestion de patrimoine ou encore un banquier privé? Alors nous, on parle plutôt, non pas de gestion de fonds, mais de patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, un banquier, un employé de banque ou un gérant de fonds va gérer les avoirs bancaires de son client. Ça, c'est son métier de base. Alors que nous, en fait, on peut soit gérer les avoirs bancaires du client, soit les donner en gestion à des tiers gérants ou à des banques. Mais surtout, nous, on parle de patrimoine. C'est-à-dire qu'on inclut la partie immobilier, ça peut être la partie art. En fait, tout ce qui constitue le patrimoine, ça peut être des bateaux, ça peut être tout ce qui constitue en fait le patrimoine de la famille. Donc, on a un champ, un spectre plus large. Ma question suivante, c'est à quel point est-ce que vous êtes investi dans la vie de vos clients? J'imagine que ça ne se résume pas juste à de la gestion de patrimoine et qu'il y a parfois de la psychologie aussi qui rentre en jeu. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Alors oui, déjà il y a un piège à éviter et c'est le même piège que j'essayais d'éviter quand j'étais en gestion privée, c'est ne jamais être ami, au sens vraiment amitié pure, avec votre client. Vous devez défendre ses intérêts et parfois c'est contre son opinion. Contre l'opinion, ça peut être de sa femme ou de ses enfants. Votre unique but, c'est de préserver son patrimoine, si possible pour la deuxième et troisième génération. Ça, c'est votre fil rouge. Et il faut être extrêmement, passez-moi l'expression, cash avec le client aussi, parce que si vous voyez qu'il fait quelque chose d'un peu irrationnel, je peux prendre l'exemple des investissements en Bitcoin. Un client qui viendrait me dire, je vends tous mes actifs, je vends ma maison, etc., et j'investis que dans du Bitcoin, je dirais non. Non, parce que c'est pas ma philosophie et c'est pas une philosophie, disons, de family office où de nouveau on gère le patrimoine. Moi, je suis pas un trader, c'est un autre métier. Donc, on est proche du client sans être ami et effectivement, la proximité du client, par contre, en termes d'heures, en termes de disponibilité, il faut savoir la gérer, mais bon, après, il y a des urgences et si le client a besoin de vous un samedi à 23h ou un dimanche à 6h du matin, voilà, c'est à vous de juger. Mais surtout, sachez que c'est parfois un peu ambigu. On travaille en fait pour la prochaine génération. D'accord. Concernant le multifamily office, combien est-ce que vous avez d'employés et est-ce que vous pourriez nous dire ce qui est géré en interne ou ce qui est géré en externe? Alors moi, je suis extrêmement souple dans ma relation clientèle où moi, je n'ai pas d'employés qui travaillent pour moi. J'ai un réseau d'avocats, de notaires, d'agents immobiliers ou de spécialistes en voitures de collection, montres, etc. qui, eux, sont facturés différemment. Ils sont directement en relation avec le client. J'ai bien cette image de chef d'orchestre. C'est-à-dire, si j'ai un client qui a besoin de certaines compétences, mon travail, c'est d'essayer le plus possible d'avoir ces compétences, entre guillemets, au catalogue, c'est pouvoir lui dire, oui, il faut qu'on s'adresse à telle et telle personne, mais je n'ai pas d'employé parce que l'idée, c'est d'être le plus souple possible. Voilà.
D'accord. Vous venez de parler du fait que vous faites souvent appel à des intervenants externes, que vous n'avez pas d'employés vous-même. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'importance du networking justement dans votre métier et comment est-ce que vous faites pour rester entouré des meilleurs professionnels? Les networking, c'est la base. C'est-à-dire que vous pouvez être le meilleur analyste financier ou le meilleur visionnaire, votre perspective de gestion du patrimoine. Il faut être très humble aussi et savoir où s'arrêtent vos compétences et où commencent celles d'un autre professionnel. Donc si moi, je sais que mon client a besoin d'un spécialiste je parlais d'œuvres d'art, moi je ne vais pas évaluer un Picasso, c'est pas mon job, je ne sais pas le faire. Par contre, mon job, c'est de lui dire, il y a telle et telle personne qui peut le faire. Comment le faire? C'est vraiment du bouche-à-oreille. C'est vraiment un métier où on va vous présenter des personnes, il faut un certain bagage, sans jouer les vieux combattants, où vous savez enfin, quand même, avec l'instinct et l'expérience, si la personne en face est crédible ou pas. Mais l'idée, et surtout c'est un métier qui est génial dans le sens où le networking ne s'arrête jamais. Moi, aujourd'hui, je fais du networking avec vous, peut-être indirectement avec des étudiants de l'EPFL. Dans 5 ans, 10 ans, peut-être qu'on va se rencontrer. Donc il faut être extrêmement sociable, mais un réflexe, c'est vite discerner dans ce monde un peu de bling-bling, etc., le vrai du faux. D'accord, donc c'est surtout de l'expérience que vous avez aussi qui vous permet. Oui. L'expérience et puis certains discours qui ne cadrent pas. Par exemple, on peut proposer d'investir en crypto-monnaie. Alors, je crois connaître les bonnes plateformes et puis les bonnes personnes et je connais leur discours. Maintenant, si on présente une personne, ok, très bien, mais je vois qu'elle tient pas la route et qu'elle a un discours totalement différent. C'est pas... Une grande partie de notre job, c'est de filtrer les demandes, les personnes qui s'adressent à vous, qui veulent travailler avec vous pour savoir si elles sont crédibles ou pas. Parce qu'à la fin, disons, s'il y a une erreur, s'il y a une mauvaise interprétation, le client, c'est vers moi qui se tourne. Bien sûr. Est-ce que vous pourriez, dans ce cadre, du coup, nous décrire un partenariat qui a pu être particulièrement bénéfique? Donc, par exemple, vous avez parlé de l'art, quelqu'un avec qui vous travaillerez, qui arrive à dénicher le prochain Picasso, par exemple. Alors, je vous arrête tout de suite parce que les mots sont importants. Le partenariat, en fait, pour moi, a quand même une implication juridique. Dans le sens où moi, le seul partenariat où le seul contrat que j'ai, c'est avec mon client, avec la famille. Et j'ai pas de partenariat. Le plus simple serait un partenariat d'apporteur d'affaires avec une banque, parce qu'en fait, je veux pas être lié. Ce que j'essaie d'offrir, c'est une indépendance totale pour le client et un conseil tout à fait indépendant. Donc, on a des banques qui peuvent faire des événements et inviter des clients, et parfois moi, parfois pas. Mais comme partenariat, j'ai pas de partenariat. Par exemple, thème récurrent dans les banques en Suisse, c'est les rétrocessions. Souvent, à l'époque, vous proposiez un produit bancaire à un client et la banque vous rétribuait derrière sur le dit produit. Alors aujourd'hui, il y a une transparence totale. La banque et vous-même êtes obligé de dire à votre client que vous avez une rétrocession sur tel et tel produit vendu. Mais moi, je ne vais même pas jusque-là dans le sens où si jamais il y a une rétrocession, ça va au client. Donc il y a une transparence totale et le seul vraiment partenariat que j'ai, c'est avec mon client. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler du montant du ticket d'entrée pour faire appel au service d'une family office? Il y a plusieurs types de family office. Il y a les family office que vous trouvez dans les banques, typiquement UBS pour pas la citer, ou d'autres banques, où là on parle quand même de montants qui sont à partir de 100 millions. 100 millions déposés chez eux, d'accord. Ensuite, vous avez des structures qui sont vraiment spécialisées dans la gestion des fonds. Et là, effectivement, on a des tickets d'entrée qui sont entre 50 et 100 millions. Et après, vous avez des structures plus petites comme la mienne. Et parfois, en fait, mieux vaut avoir un ticket d'entrée plus bas, mais où quelque part le client va vous tester sur une mission, par exemple de préparer la succession au sein de sa famille. Et puis si tout se passe bien, vous allez petit à petit recevoir d'autres missions ou avoir ce qu'on appelle en fait un mandat récurrent, où chaque année vous avez la lettre de mission qui est le contrat type pour un family office pour travailler avec un client, où vous allez vous occuper, ça peut être si le client a un parc immobilier, vous allez déléguer la gestion de ce parc à une entreprise spécialisée, toujours avec cette notion de chef d'orchestre où vous allez faire avancer les thématiques demandées par le client. Et là, ça peut être des montants qui sont beaucoup plus importants, sachant que moi en particulier, dans le sens où je ne gère pas les fonds des familles, quelque part, une famille qui vient que sur la partie gestion d'avoirs bancaires,
pour moi, c'est pas l'idéal. Je pense que ce type de client, de prospect, je veux plutôt le diriger chez une banque ou chez un tiers-gérant. Moi, où je peux vraiment aider, c'est des thématiques, voilà, j'ai parlé de succession, fiscalité, délocalisation, finalement des thématiques que les banques n'ont pas l'habitude de proposer. Donc on l'a compris, vous travaillez en multifamily office. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule famille dont vous vous occupez du patrimoine, mais plusieurs. Ma question c'est, est-ce que la gestion du patrimoine de toutes ces familles différentes est indépendante ou s'il peut y avoir des investissements communs par exemple? Elle est tout à fait indépendante d'une famille à l'autre, mais on peut avoir, je prends un exemple sur le private equity, où on va chercher plusieurs tickets d'entrée et c'est tout à fait possible que sur un projet particulier, on va le proposer, en l'occurrence à 80 ou à 70% de mes clients, tout en évidemment gardant l'anonymat sur les autres familles. C'est-à-dire qu'on va proposer la famille A, B, C, on va lui dire que d'autres clients potentiellement sont aussi intéressés, mais on ne donnera pas les noms. Mais c'est tout à fait possible. Ou un projet immobilier qu'on peut imaginer en Asie ou autre, où quelque part, on ne va pas faire courir aux clients le risque de supporter tout le projet immobilier, mais on peut aisément imaginer qu'il y aura des tranches d'investissement et que ce projet sera offert à toutes les familles. Mais ce qui est important, c'est de vraiment, évidemment, garder l'anonymat entre les différents investisseurs. Ma question suivante, c'est est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre philosophie d'investissement? Est-ce que celle-ci dépend du client que vous avez en face de vous et à quel point est-ce que l'avis du client compte sur la manière dont vous allez investir son patrimoine? L'avis du client, évidemment, est primordial. C'est lui qui va prendre la décision de l'investissement ou pas. Mais notre rôle, c'est de lui donner le maximum d'informations sur un investissement que l'on pense être crédible par rapport à son profil. Ça, c'est un peu du jargon, mais quelque part, si j'ai un client qui a 30 ans, qui vient de vendre sa start-up de plusieurs centaines de millions de dollars et qui cherche un family office, c'est clairement pas mon profil. Parce qu'ils ont une mentalité qui est peut-être beaucoup plus sur des courts termes. Moi, mon objectif, c'est vraiment d'assurer la pérennité du patrimoine d'une famille, si possible jusqu'à la 3e génération. Ça, c'est vraiment l'objectif. Donc, on n'est pas des traders, on n'est pas non plus des aventuriers, donc on est quand même assez conservateur parce que quelque part, on pense déjà à la 2e ou la 3e génération du client qu'on a en face. Donc, c'est à nous d'établir un profil du client, du prospect, c'est-à-dire de l'éventuel futur client, et savoir si on peut l'aider et si finalement il a besoin de nous ou pas. Voilà, ça c'est primordial. Mais on a des cas, effectivement, où on doit dire au prospect qu'on ne peut pas l'aider comme il le voudrait parce que soit on n'a pas les capacités pour le faire, soit il faut qu'il cherche un autre family office qui soit peut-être plus en phase avec ses besoins. Est-ce que vous pourriez nous parler concrètement de comment est répartie de manière générale, j'imagine que ça peut varier d'une famille à l'autre, mais la fortune, donc c'est-à-dire que ce soit en action private equity, en cash, en immobilier, les pourcentages à peu près? L'idéal auquel on tend, c'est vraiment la recette de base, 1/3 d'immobilier, 1/3 de cash et 1/3 d'investissement, private equity, banque. De nouveau, dans un souci de diversification du patrimoine. Ça, c'est vraiment l'idéal. Après, on va avoir des prospects qui viennent avec un parc immobilier à gérer. Ils n'ont plus ou pas envie de le faire, donc on doit le déléguer à une entreprise dont c'est le métier. Mais quelque part, pour qu'on soit utile et qu'on apporte une valeur ajoutée, je dirais qu'un tiers, c'est là où on peut... Et finalement, on retrouve assez dans la vie courante de cette clientèle, cette répartition. Maintenant, si on voit que le client est surpondéré, il a par exemple tout en avoir bancaire et rien en pierre, bien, on va essayer de diversifier son patrimoine pour justement éviter qu'il court un risque trop grand sur une partie du patrimoine. Okay. Est-ce que vous pourriez maintenant nous parler de comment ça se passe? Admettons, moi je gagne à l'euro million. Bravo. J'ai une somme colossale dont je ne sais pas quoi faire, j'ai besoin de quelqu'un qui s'en occupe. Je me présente à votre bureau. Comment est-ce que vous gérez un nouveau client comme ça qui vient avec une somme? Tout est en fait pré-schématisé, il y a des procédures vraiment rigoureuses. La première chose pour nous, c'est d'avoir une discussion avec vous
pour savoir quels sont vos besoins. Peut-être que c'est des besoins dont vous n'avez pas encore ni idée ni connaissance. Typiquement, si vous gagnez, je dis n'importe quoi, 50 ou 100 millions d'euros au loto, ben, il y aura une thématique qui va arriver très vite, c'est que les impôts vont venir vous voir. Là, il va falloir s'occuper de ça. On va quelque part débroussailler et voir exactement ce que vous voulez. Alors là, c'est un cas assez, entre guillemets, facile. Vous gagnez une somme d'argent, vous ne savez pas quoi en faire. On va faire en fait un profil assez similaire à celui que ferait peut-être une banque, c'est-à-dire votre état civil, vos projets, est-ce que vous êtes marié, est-ce que vous n'êtes pas marié, vous avez des enfants, ce que vous voulez faire cet argent. Mais j'insiste, l'idée pour nous, c'est là où vous avez gagné une somme d'argent et nous, on va essayer de le convertir en patrimoine. C'est-à-dire, si vous dites, voilà, nous, tout ce qu'on veut, c'est augmenter les performances de cette somme d'argent qu'on a gagnée au loto à travers des investissements bancaires, là, on va peut-être vous diriger chez des personnes dont c'est le pur métier à 100%. Mais si vous dites, voilà, j'aimerais me constituer un patrimoine immobilier, j'aimerais aussi investir dans des startups, etc., etc. On a tout ce travail de profiling au début qui va ou pas aboutir à ce que j'ai mentionné avant, c'est la lettre de mission, c'est le contrat typique entre un client family office et le family office où on va mettre tout par écrit. Ce que le client veut, le type de mission, de thématique qui l'intéresse, ça peut être la succession, fiscalité et autres, et surtout les honoraires. Là, on va se mettre extrêmement au clair sur ce que le client va devoir payer pour qu'on travaille pour sa famille. Et les clauses qui sont aussi obligatoires, c'est les clauses de dédit aussi. C'est-à-dire que le client doit être capable, dans un laps de temps relativement court, de ne plus travailler pour nous pour X et Y raison. Hein, ça pourrait être des questions d'héritage ou autre. Et nous, la même chose, si on voit que quelque part, on n'a pas un alignement d'intérêt avec le client sur certaines thématiques, eh bien, on devra ne plus travailler avec lui. On a eu un cas une période très connue maintenant des banques en Suisse, c'est la fin des secrets bancaires. L'avantage que nous avions déjà, c'est que les family office, tous ceux que je connais, travaillent sur une transparence totale. Parce que si vous gagnez, je vous souhaite 50 ou 100 millions, que sais-je, au loto, si vous venez en me disant, en fait, j'aimerais, vous voyez, je vois que le fisc... non. L'idée, c'est que votre arrière-petit-fils ou votre petit-fils puisse un jour utiliser ce que vous avez gagné. S'il n'est pas déclaré ou il est dans des juridictions qui sont un peu blacklistées, on ne vous rend pas service. Pour rendre service au client et avoir une valeur ajoutée, il faut toujours travailler sur la base d'un patrimoine qui est déclaré, qui est imposé ou pas, parce que selon les pays, par exemple, le fait de gagner au loto sera peut-être moins imposé en Suisse qu'en France. Mais l'idée, c'est ça, c'est toujours travailler sur une base légale, évidemment. On ne discute même pas, mais une base transparente et déclarée, pour qu'on puisse quelque part avoir une amplitude de mouvement qui soit totale et on n'ait pas des investissements qui soient fermés parce que l'argent n'est pas déclaré. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter des challenges auxquels vous avez pu être confrontés et quels challenges à venir vous voyez devoir faire face? Une période qui était très intéressante, c'est celle qui a vraiment marqué l'explosion du Bitcoin, je dirais 2016-2017, où... pour la peut-être vécu, c'était la folie totale et où Internet était le plus mauvais conseiller possible sur des gens qui ont perdu la tête. Donc concrètement, moi j'ai eu des demandes sur les crypto-monnaies. Ce qui moi me dérange pas, ce qui mettait en péril un peu la fameuse pérennité du patrimoine, c'est que on avait des demandes sur des portefeuilles où le client tout à coup voulait changer 15 ou 20% de son portefeuille et tout investir en Bitcoin. Le problème, c'est que de nouveau on n'est pas des traders, voilà, ça c'est un travail à court terme. Et là, j'ai dû affronter assez sérieusement des clients en leur disant faites attention, parce que lorsque vous avez un Bitcoin qui passe de 1000 à 19 à 20 000, que vous avez en fait non pas une courbe mais une droite comme ça de progression, il ne faut pas avoir fait le PFL pour comprendre que ça va très vite se retourner. Et en fait, c'est ce qui est arrivé avec le Bitcoin. On a eu, c'était fin 2016 je crois, une hausse exponentielle, une droite de progression et en janvier ça a perdu 50%. Ce qui est difficile, c'est qu'effectivement l'indépendance va jusqu'à contredire le client et être extrêmement ferme, parce que si vous acceptez, pas de l'encourager, mais de laisser faire des investissements que vous savez pertinemment être extrêmement dangereux, volatiles ou peu connus, le jour où il le fait et le jour où il perd, c'est vers vous qui va se retourner. Donc il faut être extrêmement clair et là, il faut de la chance aussi. J'ai eu de la chance où j'ai eu une ou deux grosses demandes de turnover de portefeuille pour aller sur le Bitcoin. Quand j'ai vu la droite, j'ai dit non, oubliez. Et je dis, on va patienter.
Et le Bitcoin m'a rendu service dans le sens où il s'est cassé la figure, il a explosé en plein vol. Et le client m'a remercié de l'avoir prévenu. Suite à ces quelques demandes fin 2016, je me suis intéressé au Bitcoin parce que lorsque vous avez des demandes répétées sur un investissement, la moindre des choses, si vous devez prendre parti, c'est de vous renseigner, savoir de quoi on parle. Donc là, j'ai commencé à étudier, voilà, un peu comme vous, ce qu'était le Bitcoin, d'où ça venait, qui étaient les intervenants, parce qu'à l'époque, c'était vraiment la jungle. Ça l'est un peu, mais moins. Et là, en fait, je suis arrivé à la conclusion, et là, je parle vraiment que du Bitcoin comme investissement, c'est que quelque part, si vous l'intégrez dans un portefeuille diversifié et vous l'intégrez dans des proportions qui sont raisonnables, je dirais, il n'y a pas il y a des caractéristiques propres qui sont la volatilité, etc., etc. Mais un exemple que m'a donné un client que je trouve absolument fabuleux, il m'a dit, le Bitcoin aujourd'hui est à 30 000. J'ai dit oui. Le Bitcoin a commencé en 2009. Je dis oui. Le Crédit Suisse a fait faillite. Oui. Il est à combien? À 0. Et le Crédit Suisse avait 150 ans d'existence. Donc, il faut relativiser les choses. Et on est là aussi pour être à l'écoute des demandes de clients, mais ne jamais se hasarder à répondre dans un sens ou dans l'autre, sans l'appui de spécialistes qui peuvent vous aider. Et est-ce que le milieu des family office, multifamily office, est un milieu que vous conseillerez aux étudiants qui sont en master d'ingénierie financière ou qui s'intéressent au milieu de la finance et qui voudraient travailler dans ce milieu? Est-ce que c'est un bon endroit pour commencer sa carrière? Merci de me poser la question. Le métier de family office est absolument passionnant. Vous êtes en recherche constante de solutions ou d'inspiration pour pas forcément les clients actuels, mais on peut parler justement de Next Generation qui nous challenge beaucoup parce que ce sont des personnes de votre âge qui ont l'habitude d'une information qui est instantanée, qui est surtout, si on a les bonnes adresses, assez vite opérationnelle. Et donc le family office de la prochaine génération s'adresse à ces personnes. Moi, je pense qu'une fois que l'étudiant sait quelque part où est-ce qu'il va aller, si vous voulez gérer des fonds, vous avez soit les tiers gérants, soit les banques, soit les family office qui ne font que ça. Si vous voulez vous occuper de patrimoine globaux, je pense qu'il faudrait peut-être commencer par une expérience bancaire et peut-être avoir différents départements. Sachant que les grandes banques ont très souvent un family office à l'intérieur de leur structure qui vous permet de commencer petit à petit. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je crois que vous êtes en train de finaliser des études en mathématiques quantitatives et je peux vous dire que la gestion quantitative est littéralement en train d'exploser. Certains family office soit l'intègrent directement, les gros, soit ont des contacts dans ce secteur parce que c'est quelque chose qui existe. Donc il n'y a pas d'activité qui soit vraiment impossible à traiter dans le cadre d'un family office. Donc pour un étudiant qui va finir ses études à l'EPFL et qui veut travailler dans ce secteur, il faut qu'il sache qu'est-ce qui lui plaît. Est-ce que c'est la relation clientèle? Ce qui moi me plaît, c'est la relation clientèle beaucoup plus que la gestion. Même si j'ai fait de la gestion pendant 20 ans, c'est le contact clientèle, c'est la possibilité de résoudre des problèmes, mais peut-être qu'une autre personne dira non, moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la gestion des fonds et puis le côté private equity, le côté start-up qui trouve sa place dans le family office et qui, la grande opportunité pour les étudiants d'aujourd'hui à l'EPFL, c'est que la gestion quantitative et funding de start-up, etc., se rejoignent tout à fait avec les demandes de la next generation. C'est que les enfants ou les petits-enfants de clients qui ont peut-être 80 ans, ils ne veulent pas du tout d'une gestion bancaire. Ils vont arriver et dire, voilà, moi je veux lever des fonds, j'ai une start-up, etc., etc. Comment vous m'aidez? Et là, il y a un point d'ancrage qui est absolument fabuleux parce qu'il faut de la chance aussi, mais il faut être aussi quelque part en phase avec le match. L'offre et la demande au family office requiert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un glissement de la gestion peut-être traditionnelle bancaire, tiers gérant et les fameux 30-30-30 dont j'ai parlé tout à l'heure, vers une gestion qui est beaucoup plus agressive et dont les connaissances très spécifiques comme la gestion quantitative et autres sont déjà demandées. Donc là, il y a vraiment une place. Maintenant, c'est savoir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire aujourd'hui, et avec quasi-certitude, c'est que les compétences acquises à l'EPFL pour un family office 2.0 sont extraordinaires, sont vraiment extraordinaires. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce podcast. Merci à M. Bartholomei d'avoir fait le déplacement et d'avoir répondu à nos questions.
grand plaisir. Et on se retrouve très prochainement. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce métier que je trouve moi personnellement fabuleux. Mais ce que je trouve extrêmement valorisant et d'un point de vue personnel, c'est que pouvoir transmettre son expérience ou ses connaissances à des étudiants, c'est quelque chose que je trouve fabuleux parce que la connaissance sans transmission ne sert à rien.